Oui, il arrive là. Connect to audio, Sugiro et Massimo. Bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Vous êtes tous là, c'est bien, nous on vous attendait sur WebEx avec mon équipe, donc on se parlait entre nous, c'était sympathique. Je suis heureux de me joindre à vous. Bienvenue au club des... J'ai partagé avec le reste de l'équipe, donc j'espère qu'ils vont pouvoir se connecter. Et puis alors attendez, maintenant il faut que je vois comment je peux brancher mon PowerPoint. Alors... Est-ce qu'ils sont confiés avec qui? On est très très loin. Hein. Ok. Yes. D'accord. PowerPoint. D'accord. Partage. Ouais. Voilà. Zoom. Alors, je vais autoriser monsieur à partager son écran. Alors, il faut que vous m'autorisiez à partager, alors. C'est l'idée. J'arrive. OK. Et est-ce que mes troupes m'ont rejoint? Parce qu'autrement, moi, je suis un général sans armée. Je crois que Massimo est là. On est là. Oui, on est là. Tout le monde est là, c'est parfait. La cavalerie est arrivée. Ok, normalement c'est bon, mais vous pouvez pas partager des choses en même temps. Est-ce que vous le souhaitez? Dans l'équipe, vous avez différents PowerPoint peut-être? Ah, alors moi j'ai trouvé la combine pour partager un PowerPoint sur mon iPad. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un d'autre dans l'équipe qui sait faire ça. Parce que je peux avoir soit le son, soit le PowerPoint, c'est ça? Je pense qu'on a la plus libérale. Donc c'est bon. Allez. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous nous permettez de vous enregistrer pas uniquement vous, mais faites ce que vous voulez. La conversation. Bien pas, sûr, je ne vais pas vous livrer des secrets d'État. Ah. Non, non, mais c'est pour partager à d'autres membres qui n'ont pas pu se joindre à nous. Non, bien sûr, naturellement. Écoutez, il n'y a pas de problème. On a commencé comme ça sur les chapeaux de roue, mais moi, je suis très heureux de pouvoir répondre à cette invitation qui m'est faite de partager avec vous quelques idées sur ce que l'Union européenne fait avec le Vanuatu, à la fois dans le domaine des affaires et puis plus généralement dans notre relation bilatérale. J'ai aussi reçu un certain nombre de questions de votre côté qui intéressent parce que ce sont des questions d'actualité, donc j'y répondrai du mieux que je peux, notamment sur le contrat des sous-marins, sur la situation avec la pandémie de Covid-19, sur l'aide de l'Union européenne au Vanuatu. J'ai demandé à une partie de mon équipe de se joindre à moi, donc on va faire ça collectivement. Puis je tiens surtout à saluer mon collègue et ami Pierre Fournier qui a eu l'idée de cet événement. Effectivement, ça fait très longtemps que je n'ai pas pu remettre les pieds au Vanuatu. Je me suis rendu pour la dernière fois, je crois, en janvier de l'année dernière. Donc au moins, ça permet de créer du lien. Donc merci Pierre d'avoir eu cette excellente idée. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez une introduction ou des instructions à me donner pour cet exercice, mais je suis à votre écoute. Alors, comme vous le disiez, vous avez envoyé quelques questions et moi, je propose qu'on commence directement à les réponses, à moins que vous vouliez que je les reformule les unes après les autres, ou alors vous les avez déjà en tête. Alors moi, j'ai toujours tout en tête, mais surtout, je voulais d'abord, parce que mon équipe m'a préparé un PowerPoint que je ne peux pas partager avec vous. Moi, je suis quand même vieille école, hein, donc je sais faire aussi sans PowerPoint. J'ai une confiance limitée dans la technologie. Très rapidement, avant d'aborder les points que vous avez soulevés, que vous avez partagés avec moi, j'ai quelques transparences sur la relation commerciale entre l'Union européenne et le Vanuatu, le régime commercial qui s'applique et les régimes commerciaux qui pourraient s'appliquer à l'avenir, sur l'aide de l'Union européenne au Vanuatu au niveau bilatéral,
et puis au niveau régional. Donc, je peux passer ça en revue assez rapidement. Et puis, je pense qu'on a 1 heure devant nous, un petit peu moins maintenant peut-être, mais ça nous laissera le temps d'échanger sur les questions que vous avez soulevées. Bien, ça nous va bien. Donc, on vous écoute, monsieur l'ambassadeur. Eh bien alors, on y va. Donc, le Vanuatu et l'Union européenne, en matière commerciale, on représente un peu moins d'1 million d'importations en provenance du Vanuatu. Alors, l'équipe a sorti les principaux domaines d'importation, donc c'est toujours intéressant de regarder. C'est surtout des produits végétaux, des montres. Donc ça, j'étais un peu étonné de voir les montres dedans, pour 114 000 €, c'est quand même pas mal, sur un total de 937 570 € pour l'année 2020. Après, on a diverses choses, comme des produits de beauté, de l'huile de coco, des produits métalliques, des choses comme ça. Les exportations du Vanuatu donc, représentent un petit peu moins d'1 million. Ceci étant, on est le 6e partenaire à l'exportation pour le Vanuatu. Mais bon, vous savez que le pays n'est pas une superpuissance commerciale non plus. Donc tout ceci est à prendre avec un petit grain de sel. Aujourd'hui, le Vanuatu bénéficie encore, et jusqu'en 2023, du régime tout sauf les armes, qui permet pour les pays les moins avancés, catégorie où figure encore le Vanuatu à titre transitoire jusqu'en 2023. Donc, ça permet un accès au marché européen sans droit de douane et sans quota, pour tout, sauf les armes, comme son nom l'indique. Le Vanuatu va graduer, c'est-à-dire qu'il va sortir de la catégorie des pays les moins avancés. Enfin, il a gradué, puisque c'était en 2020, donc on a une période de transition qui permet d'avoir encore le bénéfice de ce régime jusqu'en 2023. Une fois que 2023 sera arrivé, on a plusieurs options pour le régime commercial entre l'Union européenne et le Vanuatu. Les discussions sont en cours pour voir quelle est l'option retenue. Nous, on a une option préférée côté Union européenne qui serait le partenariat économique. L'accord de partenariat économique, on a déjà conclu des accords de partenariat économique avec Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec Fidji, avec Samoa, avec les îles Salomon, et puis on est en cours avec Tonga et le Timor-Leste. Un accord de partenariat économique, ça permet toujours un accès préférentiel au marché européen, sans droit de douane et sans quota. Ça permet également, et c'est à la lumière de l'expérience des pays qui se sont engagés dans cet instrument avec nous qu'on peut tirer cette conclusion. Ça permet de dynamiser le marché local, de créer des chaînes de valeur. Alors les exemples qu'on prend toujours, c'est notamment le poisson, puisque l'Union européenne est le premier importateur mondial de poissons du Pacifique. Donc il y a toute une filière de cannerie, de conserverie qui s'est montée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis on a des intérêts aux îles Salomon pour s'engager dans le même business. En fait, on a un truc qui est un petit peu technique, mais qui s'appelle le global sourcing, qui fait que tout le poisson pêché n'importe où, mais débarqué dans un pays, peut ensuite être exporté comme un produit de ce pays. Donc, ça permet effectivement de gonfler, de dynamiser les exportations de poissons et de produits dérivés de produits de la mer vers l'Union européenne. Comme on est un marché très important, c'est un secteur de croissance pour les pays concernés. On a donc ce régime qu'on essaye de pousser. À défaut, on aurait le système des préférences généralisées, qui est un régime pour les pays en développement, mais qui ne comporte pas ni le global sourcing, ni les mesures d'accompagnement qu'on pourrait mettre en œuvre pour permettre au Vanuatu, s'il décidait de s'engager dans un accord de partenariat économique, de tirer au maximum avantage de cet accord de partenariat économique. J'y reviendrai parce que ça fait partie de la panoplie des outils que l'on peut déployer à titre régional pour le Vanuatu. Sur l'aide de l'Union européenne, comme le Vanuatu était un pays moins avancé pour la période 2014-2020, qui correspond au 11e FED. Vous savez que l'Union européenne travaille par cycle financier, donc on était sur le 11e FED, le Fonds européen de développement, sur 2014-2020. On est maintenant sur la période 2021-2027 avec un nouvel instrument, Global Europe, mais grosso modo, c'est la même logique, une logique de programmation financière sur plusieurs années. Donc sur 2014-2020, l'aide bilatérale de l'Union européenne au Vanuatu, c'était 25 millions d'euros. C'est quand même une enveloppe très, très importante.
C'est quasiment la plus importante du Pacifique, puisque c'est proportionné en fonction de l'importance du pays, de sa population, et puis de son statut de développement. Le Vanuatu étant un PMA, en fait, il avait une enveloppe équivalente à celle des îles Salomon, qui sont voisines en termes de population et puis de niveau de développement. C'est plus que ce qu'on donne aux Fidji, qui a une population plus élevée, mais aussi un niveau de population, pardon, de développement plus élevé. Donc, au Vanuatu, on a donné un appui budgétaire. L'appui budgétaire, ça veut dire que c'est une somme d'argent qui va directement dans les caisses de l'État, donc au trésor du Vanuatu. En appui sectoriel, c'est-à-dire à l'appui d'un secteur de développement. En l'occurrence, on avait choisi un appui sectoriel aux chaînes de valeur agricoles au Vanuatu. Donc, on a contribué à la stratégie nationale de développement de la noix de coco, du bœuf et des fruits et légumes. Donc, c'est mis en œuvre suivant un alignement sur la stratégie choisie par le Vanuatu. À côté de ça, on a d'autres instruments au travers d'une facilité de coopération technique qui permet notamment un soutien à des organisations de la société civile qui sont aussi un vecteur de déploiement de l'aide européenne partout dans le monde, y compris dans le Pacifique. Donc, au Vanuatu, par exemple, on a choisi de déployer une partie de notre aide au travers d'organisations de la société civile comme CARE en appui post-cyclone, en fait. À côté de cette aide bilatérale, qui est exclusivement destinée au Vanuatu, on a aussi des programmes d'appui régionaux. Moi, j'insisterai aujourd'hui sur ce qui peut vous intéresser le plus, c'est-à-dire l'accompagnement que nous avons mis en œuvre à l'intégration économique régionale. On a 5 programmes d'appui régionaux, mais il y en a un qui est consacré au soutien à l'intégration économique régionale. Les autres, c'est de la gestion des déchets, c'est de la coopération en matière maritime, c'est les violences faites aux femmes et c'est la gestion des finances publiques. Mais sur l'appui à l'intégration économique régionale, on a dédié 37 millions d'euros sur la période 2014-2020. C'est un programme qui a plusieurs composantes qui sont mises en œuvre par des organisations internationales ou des organisations régionales. Donc, on travaille avec la communauté du Pacifique sur les questions sanitaires et phytosanitaires. Donc, c'est une question de reconnaissance de normes, de certification, de biosécurité. Donc, c'est essentiel pour le commerce parce qu'on se heurte autrement très, très vite à des différences de normes et des différences d'appréciation en matière de normes sanitaires, phytosanitaires et de biosécurité. Donc, on a consacré 12 millions d'euros à cette première problématique. On a un appui au Forum des îles du Pacifique, qui accompagne la stratégie du Forum des îles du Pacifique sur l'aide au commerce. Donc, c'est un programme d'appui au commerce intra-régional et interrégional, international en fait, suivant la stratégie qui a été adoptée par l'ensemble des leaders du Forum des îles du Pacifique. Donc là-dessus, on a un peu moins de 6 millions d'euros sur la période qu'on est en train de déployer. On a aussi, et j'ai signé vendredi dernier, un programme d'aide au commerce, de facilitation du commerce avec la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. C'est le premier programme d'envergure vraiment de la CNUSED dans le Pacifique. On va déployer dans cette région un instrument qui est déjà en vigueur et qui marche dans d'autres pays en développement, dans d'autres régions du monde, qui est un système automatisé de passage en douane et de facilitation du commerce. Donc, c'est un système de guichet unique, en fait, à l'importation, à l'exportation. Il y a un système automatisé. Donc, ça permet une standardisation, une normalisation, et ça permet à la CNUSED, dont c'est quand même l'un des domaines d'expertise, de déployer une assistance technique en appui des efforts des pays de la région. Alors évidemment, on centre ça d'abord sur les pays qui s'engagent avec nous dans un accord de partenariat économique, mais pas seulement. Mais il faut savoir quand même que cet appui à l'intégration économique régionale, elle est aussi destinée à accompagner les pays qui ont fait le choix politique de s'engager avec l'Union européenne dans des accords de partenariat économique. D'ailleurs, la quatrième composante du programme d'appui à l'intégration économique régionale, c'est de l'appui au secteur privé qui est mis en œuvre par la Banque asiatique de développement. Donc là-dessus, on a 8 millions d'euros. À côté de ça,
On a aussi un programme de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises qui constituent en fait l'essentiel du tissu économique dans le Pacifique. Il n'y a pas vraiment de très grandes entreprises dans cette région. Donc j'imagine que vous vous reconnaissez dans ces micro, petites, très petites ou moyennes entreprises. Donc ça, c'est un appui un petit peu à l'environnement de ces micro, très petites et moyennes entreprises, puisqu'on soutient les banques de développement nationales qui interviennent en prêt, en crédit, en appui technique, en services commerciaux au bénéfice de ce tissu de micro-entreprises. Donc là-dessus, on a 12 millions d'euros. Donc ça, c'est pour la période 2014-2020. On arrive en fin de programmation. Alors, il y a toujours un petit peu de retard à l'allumage, surtout dans le Pacifique. Donc, on a, même si la période de programmation, c'est 2014-2020, en fait, le temps de la négociation et puis de la finalisation des différents contrats et des règles que nous souhaitons mettre en œuvre, on a encore du temps pour mettre en œuvre sur le budget 2014-2020 sur la programmation régionale. La programmation bilatérale, on a fini avec le Vanuatu, on a fait le dernier versement. Donc maintenant, on s'engage dans la future période de programmation. Donc on est sur 2021-2027. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va lancer dans un side event, un événement lors de la COP26, notre alliance bleue-verte pour le Pacifique, qui est le cadre de la programmation financière de l'Union européenne pour la région, où on a décidé de concentrer notre intervention bilatérale dans les pays que nous soutenons autour de 3 grandes problématiques qui sont l'adaptation au changement climatique et la durabilité environnementale. Deuxièmement, le développement économique durable. Et troisièmement, les valeurs, les droits de l'homme, la paix et la sécurité. Donc ça fixe le cadre général des interventions. Et ensuite, les modalités particulières de l'intervention pour chacun des pays. C'est une négociation bilatérale sur le choix d'un secteur de concentration pour de l'appui budgétaire sectoriel. Parce qu'on va continuer avec l'instrument qui est l'appui budgétaire sectoriel, parce que c'est un bon instrument. Alors, ça ne nous donne pas une visibilité extraordinaire, parce que je n'ai pas des projets concrets à inaugurer tous les 4 matins, puisqu'on fait un gros chèque. En fait, on fait plusieurs gros chèques chaque année au gouvernement du Vanuatu en l'occurrence, mais aux autres pays de la région aussi, et on vient en soutien d'une stratégie nationale. Donc, le temps que peut-être certains d'entre vous peuvent avoir connu, où on allait inaugurer des écoles, des ponts, on donnait des bateaux ou des choses comme ça, c'est un petit peu derrière nous. C'est plus difficile de dire ou de créer de la visibilité, même si les montants sont très importants, 25 millions d'euros. C'est plus difficile de créer de la visibilité autour d'actions où on appuie une stratégie nationale de développement de la production de noix de coco, de bœuf et de fruits et légumes. Voilà, donc je suis arrivé au bout du PowerPoint qu'on vous fera passer, puisque je comprends qu'il n'est pas possible à la fois de parler et de partager un PowerPoint. Ensuite, vous avez des questions qui nous ont été adressées, à commencer par ce que nous pensons, nous, Union européenne, ou moi, chef de la délégation de l'Union européenne pour le Pacifique, de cet accord entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis sur la sécurité, essentiellement. Alors, je vais vous livrer la position officielle et puis ensuite quelques réflexions personnelles. La position officielle, Pierre la connaît, on la retrouve puisqu'elle a été exprimée par à la fois la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et puis le président du Conseil européen, Charles Michel. Notre position, c'est qu'on prend note de cette nouvelle alliance et qu'on regrette la manière dont les discussions ont été menées et dont le contrat de sous-marin avec la France a été traité. Donc, on a une position qui est assez alignée sur ce que la France a elle-même exprimé, de regret, de mécontentement sur la manière dont cette affaire a été menée. Moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'on a un concours de circonstances qui est finalement assez favorable, puisque moins de 24 heures après l'annonce de cette alliance, qui est une alliance militaire dans une logique de confrontation avec la Chine, du club des anglo-saxons, on a publié la nouvelle stratégie de l'Union européenne de coopération pour l'Indo-Pacifique. Je pense que c'est important parce que
Ça montre premièrement que l'Union européenne a des ambitions dans cette région. C'est la première fois qu'on a une stratégie qui couvre l'Indo-Pacifique, donc le Pacifique. On a eu par le passé et depuis assez longtemps des stratégies pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, pour la Méditerranée, pour les pays du voisinage, pour l'Asie, mais c'est la première fois qu'on a une stratégie géographique, régionale, qui couvre l'Indo-Pacifique. Donc ça témoigne d'une nouvelle ambition, d'une nouvelle dynamique. La deuxième chose, deuxième point sur lequel je voudrais insister sur cette stratégie, c'est que le mot important, au-delà de l'européen, c'est coopération. L'Union européenne n'est pas dans une logique de confrontation dans l'Indo-Pacifique ou nulle part ailleurs dans le monde. Donc vis-à-vis de la Chine, je pense qu'il faut être très très clair. La position de l'Union européenne, c'est que nous sommes dans une relation de rivalité systémique. Nous n'avons pas le même système avec les Chinois. On n'a pas le même système de gouvernance, on n'a pas le même système de valeurs, on n'a pas le même système de pensée, on n'a pas le même système de relations internationales, on n'a pas la même approche du multilatéralisme. Donc on est dans une relation de rivalité systémique, mais on est quand même dans une relation aussi de coopération stratégique. Donc sur certains sujets, on a besoin de la Chine et la Chine a besoin de nous, et on a des intérêts convergents. Sur le climat, par exemple, sur la biodiversité aussi, on a des intérêts convergents. En matière de recherche, en matière de technologie, on est dans une relation à la fois de compétition, de concurrence, mais aussi, quand cela est possible, de partenariat. Donc on n'est pas dans la logique de confrontation entre l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni d'un côté et puis la Chine de l'autre. On est dans une stratégie de coopération. La dernière chose sur cette stratégie européenne de coopération pour l'Indo-Pacifique, c'est qu'elle n'est pas limitée aux questions militaires, elle n'est pas dominée par les questions militaires et de défense. On a 7 domaines dans lesquels on souhaite déployer cette stratégie, à commencer par, alors c'est un peu du jargon, mais on sait ce qu'il y a derrière. On a la prospérité, donc c'est une relation économique, commerciale, une relation d'affaires. On a la transition verte, donc ça c'est un cheval de bataille bien connu de l'Union européenne, l'engagement que l'on connaît sur le changement climatique, sur la durabilité environnementale, sur la protection de l'environnement, sur la promotion de la biodiversité, la transition verte. On a les océans, parce qu'on reconnaît que l'Indo-Pacifique, ce n'est pas un espace continental terrestre, c'est un espace fait d'océans. Les petits États insulaires du Pacifique sont de grands États maritimes. Donc, évidemment, on a mis les océans au cœur de la relation que nous avons avec l'Indo-Pacifique. On a aussi des sujets qui sont des priorités de l'Union européenne, mais qui pour le moment ne sont pas vraiment déclinés dans l'Indo-Pacifique, comme le digital, le numérique. Ça fait partie de nos priorités, mais on n'a pas vraiment de projet concret encore. Donc je pense que c'est bien de donner le signal qu'on va s'intéresser au numérique. On a la connectivité. Alors la connectivité, c'est une connectivité à tous les niveaux. Ce n'est pas que des câbles, c'est aussi des routes maritimes, des routes aériennes, des routes de transport d'énergie, de réseau d'énergie. Une question de réseau, en fait. On a, et c'est très nouveau, c'est la première fois que ça apparaît dans l'Indo-Pacifique, les questions de défense et de sécurité. Alors, je disais, ce n'est pas une stratégie militaire ou dominée par les questions de défense, mais on a quand même des ambitions en la matière. Donc, je pense qu'il faut s'arrêter un moment sur les ambitions en matière de défense et de sécurité de l'Union européenne. De mon point de vue, on doit les articuler autour de problématiques sur lesquelles l'Union européenne a à la fois une légitimité et puis un savoir-faire. Donc, on sait bien que la principale menace existentielle pour le Pacifique, c'est le changement climatique. Donc, le sujet sécurité et changement climatique est un sujet dont peut s'emparer l'Union européenne dans sa relation avec l'Indo-Pacifique. On sait bien que tout ce qui traite de sécurité maritime est aussi extrêmement prioritaire pour cette région. Donc, on aura une coopération dans le domaine de la surveillance maritime qui peut s'appuyer sur ce que nous faisons déjà en matière de surveillance maritime à des fins de lutte contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, la pêche IUU, comme on dit en anglais. Et puis, on sait que le principal déploiement de forces militaires dans le Pacifique, il se fait presque toujours à l'occasion de catastrophes naturelles ou de crises, comme celle du Covid ou de l'aide post-cyclone. Donc là aussi, l'Union européenne a une expérience en matière d'assistance humanitaire et puis d'aide post-catastrophe naturelle. Donc on pourra déployer
commencer à mettre en œuvre ce secteur de la sécurité et de la défense autour de ces domaines sur lesquels on a à la fois une légitimité et puis une crédibilité parce qu'on a déjà de l'expérience. Et le 7e et dernier domaine de coopération, c'est la sécurité humaine. Alors la sécurité humaine, c'est la santé, c'est la lutte contre le Covid. Alors ça fait partie de vos questions, donc ça me permet de faire une transition. Qu'est-ce que l'Union européenne fait avec le Covid ou contre le Covid dans le Pacifique ou au Vanuatu? Je dirais qu'on fait 2 choses. D'abord, on fournit des vaccins, mais on n'est pas les Australiens, en ce sens qu'on n'a pas de l'AstraZeneca que les Australiens ne veulent pas, enfin les Australiens, la population australienne ne veut pas. Donc on n'a pas d'AstraZeneca surnuméraire à déverser sur le Pacifique. Donc les vaccins qu'on fournit, c'est les vaccins qui sont fournis par COVAX, la facilité internationale de vaccination contre le Covid. L'Union européenne est l'un des principaux donateurs de COVAX au niveau mondial. On a consacré 2,7 milliards d'euros à COVAX, l'Union européenne plus les États membres. On a déployé 311 millions de vaccins, dont une partie bénéficie au Pacifique. Alors, vous savez qu'il y a un plafond à l'aide que COVAX peut apporter en fonction de la population, en tout cas en dons. Donc, au Vanuatu, on a déployé pour l'instant via COVAX 2 contingents de 24 000 doses au mois de mai, puis la semaine dernière. Donc, c'est ce qu'on fait. Ceci étant, même les vaccins qui arrivent d'ailleurs, souvent, ils sont produits dans l'Union européenne, parce que vous le savez peut-être, mais l'Union européenne, depuis le début, a fait ce choix de ne pas limiter les exportations de vaccins de son territoire. Donc, il n'y a pas eu on n'a pas été la fourmi ou l'écureuil qui voulait garder les vaccins seulement pour la population européenne. Un vaccin sur 2 produit dans l'Union européenne depuis le début de la production des vaccins a été exporté et partagé avec le reste du monde. Donc, moi, je participais à une opération de communication il y a quelques semaines maintenant avec les Néo-Zélandais qui ont fait un don de vaccins aux Fidji. C'était des vaccins qui ont été produits en Espagne et dont l'exportation a été facilitée par l'Union européenne. Donc, même les vaccins donnés par les grands partenaires de la région, en tout cas la Nouvelle-Zélande, il y a aussi une intervention de l'Union européenne là-dessus. L'autre chose que l'on fait, à part les vaccins, puisque je vous ai dit qu'on avait 2 vecteurs d'intervention sur la réponse au Covid, c'est le programme que nous avons mis en place au niveau régional sur le renforcement des systèmes de santé. Alors, c'est un petit peu technique, mais on a décidé de passer un accord de partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et avec la communauté du Pacifique, ainsi qu'avec le Programme alimentaire mondial, puisque ce sont les 3 organisations qui sont chefs de file dans le mécanisme régional de réponse au Covid qui a été mis en place dans la région Pacifique, et via l'OMS, le PAM, la CPS et puis accessoirement l'UNICEF, on est capable de fournir, et on l'a fait au Vanuatu, de l'équipement de test. Donc on a fourni des machines GeneXpert, on a fourni des cartouches pour tester avec les machines GeneXpert, on fournit des équipements de protection médicale, on fournit d'autres équipements médicaux en réponse aux besoins exprimés par les pays. Donc ça fait partie des difficultés qu'on doit surmonter. Il y a une capacité dans les pays qui est assez limitée, y compris pour exprimer ces besoins. C'est-à-dire que nous, on peut rien donner si on ne sait pas ce qu'on doit donner. Donc, Pierre, je sais que tu es confronté à la même problématique, formaliser l'expression des besoins pour permettre ensuite de déclencher les mécanismes qui sont en place et qui existent et qui fonctionnent. Ça fait que ça ne va pas aussi vite qu'on pourrait l'espérer ou on pourrait le souhaiter. Mais on a quand même consacré 22 millions d'euros à la réponse de l'Union européenne aux besoins en matière de santé créés par la crise du Covid. Donc, c'est en place depuis le début de la crise et ça décaisse bien. La mise en œuvre progresse bien. C'est normal parce qu'il y a des besoins très importants et en fait des besoins qui vont en augmentant ou en s'accélérant depuis que la vaccination a été mise en place. Parce que même si on ne peut pas fournir des vaccins directement autrement que par COVAX,
on peut, en renforçant les systèmes de santé, faciliter la mise en œuvre des campagnes de vaccination. Voilà, donc ce qu'on fait sur la réponse au Covid. Alors, on a aussi d'autres initiatives qui sont plus du plaidoyer, comme ce traité sur les pandémies, le renforcement du rôle de l'OMS, l'appui qu'on a donné aux initiatives d'un grand pays de la région, l'initiative australienne de rechercher les causes du coronavirus, ce genre de choses. Mais ça, c'est plus de la diplomatie, au sens noble du terme, que de la réponse vraiment aux besoins de la population en matière de lutte contre le Covid ou de vaccination. On a enfin une question sur, puis je les traiterai ensemble, parce que je crois qu'il y avait 2 autres questions parmi celles que vous m'avez passées, sur les listes, donc les sujets un petit peu difficiles. On a 2 listes européennes, l'une sur les États et juridictions non coopératifs en matière fiscale, donc parfois par abus de langage, on appelle ça la liste noire des paradis fiscaux. C'est un abus de langage parce que le terme de liste noire n'apparaît nulle part dans la décision du Conseil de l'Union européenne qui arrête ces listes. Et puis, paradis fiscal, le mot n'apparaît nulle part non plus. En fait, c'est extrêmement technique. Ce sont des listes qui sont arrêtées par le Conseil, donc ce sont des décisions de nos États membres. L'instruction des dossiers est faite par les services de la Commission européenne. Et le Vanuatu est sur la liste des États et juridictions non coopératifs en matière fiscale pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils n'ont qu'une évaluation de conformité partielle par le Forum mondial sur la transparence et les échanges d'informations en matière fiscale. Donc ça, c'est la première raison. C'est une raison qui est bien identifiée, bien acceptée par les autorités du Vanuatu, qui ont pris l'engagement d'y remédier. L'autre raison, c'est sur la réalité des activités commerciales, c'est sur les plateformes offshore. Et là encore, le dialogue que nous avons, à la fois au niveau technique et au niveau politique avec les autorités du Vanuatu, montre qu'il n'y a pas de protestation de leur part. Ils reconnaissent qu'il y a un problème et ils ont pris l'engagement de travailler avec nous au niveau technique pour surmonter ces difficultés, y compris en bénéficiant d'une aide technique de l'Union européenne et puis d'un dialogue permanent avec les services de la Commission européenne qui traitent de cette affaire. L'autre liste européenne, c'est celle qu'on appelle AML-CTF. Alors, c'est de l'anglais, mais c'est des mesures anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Là, ce qui est reproché au Vanuatu, qui le reconnaît, il n'y a pas de contestation de la part des autorités du Vanuatu sur le bien fondé de l'inscription du pays sur les listes européennes. Ce qui est reproché au Vanuatu, c'est ce qu'on appelle le beneficial ownership, c'est-à-dire les bénéficiaires réels d'un certain nombre de structures, comme les fondations ou les trust funds. Alors, à la fois, c'est un problème de périmètre de ces structures, c'est un périmètre de connaissance de ces structures, il nous faut une cartographie de ces structures, et puis c'est un problème de sanctions imposées en cas de violation des règles applicables à ces structures. Donc là, pareil, un dialogue est engagé au niveau technique avec la direction générale compétente de la Commission européenne. Et puis on a fait le point lors du dernier dialogue politique de haut niveau avec le Vanuatu qui s'est tenu le 21 avril. Et de concert, on a pris l'engagement mutuellement de faire au mieux pour traiter ce problème. Donc voilà, donc, je suis sûr que vous rebondirez sur ces questions, mais la position de l'Union européenne, elle est fondée sur des principes qui sont des principes de transparence, de non-concurrence, de bonne gouvernance au niveau mondial. Et le dialogue qu'on a engagé avec le Vanuatu, avec les autorités, avec le gouvernement du Vanuatu, est un dialogue constructif. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi une question incidente que je mets aussi dans les questions qui sont un peu sensibles ou qui fâchent sur les passeports. Donc, le schéma CIP, Citizen Investment Program, donc le programme d'investissement des citoyens. L'Union européenne, lors du dernier dialogue politique de haut niveau qui s'est tenu le 21 avril, a fait part de ses préoccupations auprès du gouvernement du Vanuatu sur un certain nombre d'éléments de ce système de passeport. Donc, le Vanuatu est au courant et les principales préoccupations que nous avons portent sur certains des paramètres qui sont utilisés pour par vidéoconférence la réunion avec l'ambassade de France et l'Union européenne.
pour les problèmes du Vanuatu. Je pensais que quelqu'un voulait préciser sur les passeports, mais bon, écoutez, sur les passeports, pour faire simple, on a exprimé les préoccupations que nous avions et on a aussi signalé au Vanuatu que ça ne pouvait pas être contourné les règles de l'Union européenne en matière. Il y a le monsieur de l'Union européenne de France qui est en train de parler là. Je regardais un petit peu, puis après j'arrive. On vous entend, madame. Je pense qu'on pourrait recommander à la personne qui s'exprime de couper son micro. Ça nous faciliterait la tâche. Dernière question sur la relation générale entre l'Union européenne et le Vanuatu, ce qu'on pense de ce pays et sur comment est-ce qu'on pourrait favoriser des investissements plus importants, notamment des opérateurs européens. Je pense qu'il n'y a pas de singularité du Vanuatu. Tous les pays du Pacifique sont confrontés un petit peu aux mêmes difficultés quand on parle de l'ambition que nous avons au travers de la diplomatie économique européenne qui accompagne la diplomatie économique des États membres, de favoriser l'implantation et le développement des relations d'affaires entre des exportateurs ou des investisseurs ou des acheteurs européens ou français, en ce qui concerne l'État membre qui est le plus présent au Vanuatu. C'est toujours un peu pareil. Nous, notre rôle, c'est de s'assurer que le cadre général est propice à établir un bon climat des affaires. Donc, il faut de la stabilité politique, il faut des règles en matière de transfert des capitaux qui soient transparentes et un niveau de coût qui soit correct aussi. Alors, effectivement, être sur les listes européennes, que ce soit les États et juridictions non coopératifs en matière fiscale, ou que ce soit les listes anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme, ne favorise pas nécessairement un grand entrain de la part des investisseurs potentiels ou des parties de l'Union européenne se porter sur le Vanuatu. C'est pour ça qu'on essaie de régler ces problèmes qui se permettent d'identifier le plus efficacement et le plus rapidement possible. Je dois dire qu'en regardant l'actualité politique du Vanuatu, la stabilité relative du gouvernement sous l'ère Charles Salwai était un peu plus rassurante que les rebondissements auxquels on a assisté ces derniers mois. C'est clair qu'un climat d'instabilité ou de risque d'instabilité gouvernementale n'est pas non plus nécessairement très propice à encourager les investisseurs à se porter sur un pays comme le Vanuatu. Et je pense que la clé, c'est la capacité à faire de l'argent, en fait. C'est la capacité à dégager du profit. Donc, pour ça, ça suppose d'abord d'identifier des secteurs où il y a des opportunités d'affaires. Donc, au Vanuatu, il n'y a pas de réponse immédiate. Quand on parle de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des îles Salomon, on voit bien que les investisseurs européens qui sont intéressés par des investissements ou faire des affaires avec ces pays, c'est essentiellement autour des produits de la mer, c'est de la pêche, des produits de la pêche. Il y a d'autres produits agricoles qui sont des produits un peu plus de niche, mais après on est confronté à des coûts logistiques qui sont quand même plus importants quand on veut exporter vers le marché de l'Union européenne que vers des marchés plus proches. Donc, identifier les bons secteurs, pas évident. Et puis, avec les pays du Pacifique, malheureusement, même si le Vanuatu, à l'échelle du Pacifique, est un pays de taille relativement importante, on aura toujours un phénomène d'étroitesse du marché, éloignement, isolement, coûts logistiques, qui sont des obstacles à l'implantation commerciale et au développement de relations d'affaires. Ça, il ne faut pas se le cacher. Donc, c'est pour ça qu'on a une communauté d'affaires européenne qui est certainement moins importante que dans d'autres régions du monde. C'est des choses qu'on essaye d'améliorer au travers de la diplomatie économique européenne, où d'une part, on se coordonne avec les États membres, puisqu'il n'y a pas d'entreprise européenne à proprement parler, ce sont des entreprises des États membres, hormis quelques exceptions. Quand on travaille avec Airbus, par exemple, effectivement, c'est un consortium d'entreprises européennes, donc on considère comme une entreprise européenne. Donc, moi, comme ambassadeur de l'Union européenne, j'essaye d'appuyer les efforts commerciaux d'Airbus dans la région.
avec plus ou moins de bonheur, parce que même quand on arrive à vendre des avions, et Vanuatu est un cas d'école, hein, le développement ultérieur de la relation commerciale ne sont pas sans difficulté, hein, sur le paiement, sur la livraison, ce n'est pas toujours très facile. Mais autrement, non, si on est en position d'aider des entrepreneurs européens à s'implanter ou à développer des activités commerciales dans les pays que je couvre depuis la délégation avec mon équipe, n'hésitez pas à vous tourner vers nous en appui des efforts que peut déployer votre ambassadeur sur place, l'ambassadeur de France. Nous, on sera heureux de vous aider si on est en position de le faire. Donc, je m'arrête là. J'imagine que vous avez des questions, donc je serai très, très heureux de les prendre. Merci beaucoup de votre attention. Eh bien, merci monsieur l'ambassadeur d'avoir répondu à beaucoup de nos questions en toute franchise. Alors, on a noté votre application, en tout cas l'application de l'Europe sur beaucoup de secteurs. On n'a pas eu beaucoup de chiffres. On a eu quelques chiffres qui, en tout cas pour ma part, bon, je trouvais que c'était un peu léger. Si je peux me permettre, sur par exemple le soutien aux banques nationales pour un programme de 2014 à 2020, 12 millions d'euros. Bon, moi, je ne les ai pas, mais pour l'Europe, je ne pense pas que ce soit énormément d'argent par année et pour soutenir les banques nationales. C'est juste un exemple. Moi, je pense qu'ici, il y a des gens qui ont des questions. On est un petit peu inquiet quand même par rapport à certaines choses qu'on voit dans la presse et concernant le Vanuatu. Et on ne voudrait pas être un petit peu le mouton noir de l'Europe. Nous, on est des entrepreneurs. On souhaite faire avancer les choses. Alors, on n'attend pas forcément tout de l'Europe. Hein. On n'a pas attendu après vous pour commencer à travailler, heureusement. Maintenant, on ne voudrait pas non plus que ça nous pose des problèmes, notamment des virements, tout ce qui est financier notamment. Et on est un petit peu inquiet par rapport à ces discussions que vous aviez eues, enfin qu'on avait eues, dont vous avez parlé sur des sanctions potentielles. Donc, quel est votre avis là-dessus? Comment la situation peut évoluer? Nous, on est inquiets et on ne voudrait pas, encore une fois, être le mouton noir, parce qu'il y a quand même des exemples ailleurs, notamment dans l'Union européenne, où il y a sans doute des sociétés écrans et autres, et qui sont quand même plus importantes qu'au Vanuatu. Donc, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu, on se sera un petit peu accusé? Alors, il y a des choses certainement qu'on doit certainement changer, et j'espère que le gouvernement va les changer, on l'espère. Est-ce que, par ailleurs, vous n'allez pas un peu fort sur le Vanuatu? Est-ce qu'on n'y va pas un peu fort sur le Vanuatu? Vous avez eu le bon réflexe, il faut regarder ce qui se passe chez les autres. Mais je vais prendre d'abord votre question sur les chiffres que vous trouvez un petit peu légers. Moi, je n'ai pas de chiffres sur le Vanuatu. Sur le programme MSME, Micro, Small and Medium Size Enterprise, c'est un contrat qui est passé entre l'Union européenne et la Banque asiatique de développement d'appui à la région. On n'a pas fléché une somme prédéterminée sur aucun des États de la région. Donc, les chiffres sur la réalisation, on les aura à la fin. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas. On n'a pas l'enveloppe ou la part de cette enveloppe qui est réservée au Vanuatu, simplement parce qu'il n'y en a pas. Donc, on se tournera vers la Banque asiatique de développement à la fin de la mise en œuvre de ce projet pour voir si jamais ça vous intéresse et si on est capable de le faire, parce que ce n'est pas une priorité pour nous de savoir combien a été déboursé par État. Ce qu'on veut, c'est que le système marche au niveau régional. Mais on fera l'évaluation à la fin de la mise en œuvre de ce programme. C'est à la fin qu'on saura combien est-ce qu'on a mis sur chacun des États. Ce n'est pas toujours comme ça. On a d'autres programmes à caractère régional sur lesquels on a préfléché certaines sommes sur certains États déterminés. Mais c'est assez différent du programme MSMI qu'on met en œuvre par la Banque asiatique de développement. Celui, par exemple, auquel je pense sur des enveloppes préfléchées, c'est
en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, où on a identifié à la fois un programme régional pour l'ensemble des pays de la région Pacifique, mais en plus 3 pays qui sont un peu des pays pilotes, qui sont le Vanuatu, les Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on a 3 enveloppes prédéterminées. Mais autrement, ce n'est pas le cas. Donc, dans aucun des instruments que je vous ai cités, soit au titre de l'appui économique régional, soit au titre du financement des micro, très petites et moyennes entreprises, on a de préfléchage géographique. Donc, je suis désolé, si vous trouvez ça un petit peu léger, c'est comme ça, et on ne pourra pas alourdir, on ne pourra pas donner de chiffres avant qu'on ait mis en œuvre. Sur le Vanuatu mouton noir, alors, sur les listes des États et juridictions non coopératifs en matière fiscale, le Vanuatu n'est pas seul. On a les Fidji, on a les Samoa, on a les Palau. Et pour l'ensemble de ces 4 États, l'Union européenne a exactement la même approche. Il n'y a pas de stigmatisation d'un État par rapport aux autres. On continue de collaborer avec ces États. Vous parlez de sanctions. Si on voulait vraiment sanctionner, on aurait coupé les vivres. On aurait arrêté de donner les 25 millions d'euros d'appui budgétaire. Or, on ne l'a pas fait. Donc, il y a clairement une déconnexion entre l'aide de l'Union européenne, qui est une aide au développement, une aide à la population, et le dialogue que nous avons sur la bonne gouvernance en matière fiscale, financière, de lutte contre le blanchiment d'argent ou de lutte contre le financement du terrorisme. Après, Pierre pourra peut-être en parler, mais le système qui a été arrêté par le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les États membres en ont décidé ainsi, c'est que les sanctions peuvent être différenciées par État membre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sanctions au niveau de l'Union européenne. Ce n'est pas parce qu'on est sur les listes qu'on arrête de financer avec de l'argent du contribuable européen des projets dans les pays concernés. Donc, avec les 4 pays concernés, Samoa, Vanuatu, Fidji et Palau, on a engagé ce dialogue au niveau technique et politique pour se mettre d'accord sur les problèmes et puis identifier les solutions. Donc, on va continuer d'avancer dans cette direction-là. Moi, je vous l'ai dit aussi, c'est effectivement pas très... C'est pas très motivant pour un opérateur européen quand on a un pays sur une liste européenne de se porter comme un porteur d'affaires, investisseur, partenaire commercial, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à traiter ce problème le plus rapidement possible. Sur les questions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, on a aussi les Samoa avec lesquels on a engagé ce même dialogue. Donc, vous me direz, mais vous-même, vous utilisez l'argument, c'est pas parce que d'autres sont aussi malheureux que nous qu'on est moins malheureux, mais c'est clair que c'est un problème qui est identifié dans la relation avec le Vanuatu, ou avec les Samoa, ou avec les Palau, ou avec les Fidji, et qu'on essaie de le régler au mieux. Mais on fait la part des choses. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de continuer à soutenir le pays avec d'autres initiatives. Merci de votre franchise et d'avoir répondu à une partie des questions, mais je pense qu'il y a sans doute d'autres questions des membres ici. Merci, merci Monsieur l'ambassadeur. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit en matière d'aide au développement. Et en ce qui concerne le 11e Fed, et m'interroger sur la pertinence de l'appui budgétaire comme formalité d'aide pour un pays comme le Vanuatu, où on sait que les capacités d'absorption et les capacités de déboursement du gouvernement sont très faibles. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il me semble déjà que le 10e Fed avait été retourné en partie à l'Union européenne pour n'avoir pas été complètement déboursé. Donc, je m'interroge, et je ne suis pas le seul, pour vous parler très franchement, sur la pertinence de cette modalité. Si vous parlez ici aux acteurs privés, notamment dans les secteurs que vous avez mentionnés,
la coco, les légumes, le bétail, etc. Et ben ces acteurs vous diront que du 11e Fed, ils n'ont encore rien vu, qu'ils n'ont pas vu la couleur. Et pour continuer dans cette franchise, je ne vous cache pas que beaucoup de gens ici pensent au Vanuatu que ce Fed, ce mécanisme et cette modalité eh bien, contribue à nourrir les consultants de l'Union européenne et qu'au final, les acteurs sur place n'en voient pas beaucoup la couleur. Donc, je voulais vous faire part de ça parce que je crois que c'est quand même un sentiment qui est partagé par les personnes qui sont concernées avant tout et avoir un petit peu votre sentiment sur la pertinence de cette modalité d'appui budgétaire pour des gouvernements, et j'imagine que Vanuatu n'est pas le seul, mais dont les capacités sont limitées. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver d'autres modalités qui soient un peu plus innovantes, donner plus de fonds à la société civile, directement au secteur privé, pour rebooster ça et éviter tous ces nœuds lors du déboursement de ces montants dans les pays. J'ai vu que vous aviez annoncé 60 à 70% du déboursement du 11e Fed dans les journaux récemment. Donc, très honnêtement, moi, je m'interroge sur où sont passés ces fonds et à quelle fin et avec quel résultat. Je vous remercie. Alors, moi, ça m'aiderait de savoir à qui je parle à chaque fois. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous pouvez vous présenter peut-être avant que je ne réponde, mais ça ne m'empêche pas de répondre aux questions. Hein. Je vous réponds juste. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Donc, Marc-Antoine Morel, je suis président d'une association, un incubateur d'entreprise au Vanuatu. Merci. Merci beaucoup. L'appui budgétaire, c'est un vieux débat au sein de l'Union européenne et puis de la direction générale qui avant s'occupait de coopération et développement et puis maintenant de partenariats internationaux. Je pense que j'ai dans mon équipe de meilleurs spécialistes de l'appui budgétaire que je ne le suis moi-même. Moi, je reconnais les limites de l'appui budgétaire, mais j'ai aussi en tête l'alternative. Si on ne fait pas d'appui budgétaire, on fait de l'appui projet. L'appui budgétaire, on donne l'argent directement au gouvernement qui le dépense suivant ses propres règles et suivant des objectifs sur lesquels on s'est mis d'accord avec une tranche fixe et puis une tranche incitative. Ce qui nous permet quand même d'inciter le gouvernement à réaliser des objectifs sur lesquels on s'est mis d'accord au préalable. Alors ça, c'est le schéma initial. Ensuite, la vraie vie, dans un pays comme le Vanuatu et puis dans le Pacifique en général, alors dans les critères de mise en œuvre de l'appui budgétaire, on a aussi la bonne gouvernance, la gestion des finances publiques, la capacité du système à décaisser sans actes de corruption, de détournement, des choses comme ça. Hein. Donc, on a de la bonne gouvernance financière qui doit être garantie avant qu'on s'engage dans de l'appui budgétaire. C'est pour ça que dans certains pays, on fait le choix délibéré de ne pas aller en appui budgétaire. Pour le Vanuatu, ça n'a pas été le cas. Donc, on a encore une confiance dans la capacité du système à décaisser. Ensuite, quand vous dites on ne voit pas les résultats ou on n'en bénéficie pas, ce n'est pas nécessairement très étonnant, hein, puisqu'on soutient une stratégie nationale. Encore une fois, les indicateurs à la sortie, ce n'est pas combien de vaches on a achetées ou combien de noix de coco on a produites, hein, c'est est-ce qu'on a contribué ou pas à la mise en œuvre d'une stratégie nationale. C'est la logique de l'appui budgétaire sectoriel. Hein, donc, c'est peut-être un peu moins tangible, et je vous le disais, hein, en termes de visibilité, c'est moins facile à valoriser que quand on soutenait, comme le font les Australiens ou les Néo-Zélandais, hein, encore aujourd'hui, hein, la construction d'une école, d'un pont, d'une route, d'un aéroport. Hein. Mais bon, écoutez, on fait ça. Je ne pense pas que l'appui budgétaire nourrisse essentiellement des consultants européens, parce qu'il n'y a pas de consultants européens dans la région. Les consultants dans la région, mais c'est un autre problème. Sont très souvent australiens ou néo-zélandais. Donc, je dis que c'est un autre problème parce que ce n'est pas non plus la vocation de l'aide de l'Union européenne de nourrir des consultants australiens ou néo-zélandais pour la mise en œuvre de crédits qui sont mis à disposition par le contribuable européen. Mais la réalité, c'est ça. S'adresser à d'autres structures que le gouvernement pour mettre en œuvre, c'est de l'aide projet. De l'aide projet, ça a un coût de gestion qui est beaucoup plus élevé. Ça veut dire qu'à la délégation, on est aujourd'hui à 70, on couvre 13 pays. 70 personnes, je ne sais pas combien tu as de monde chez toi, Pierre, mais
pour une ambassade, c'est un bon effectif. Si on faisait de l'aide projet, il faudrait 10 fois plus de monde pour assurer le suivi et la mise en œuvre, avec une expertise technique et sectorielle dont je ne dispose pas aujourd'hui. Donc, il y a un coût de mise en œuvre qui est beaucoup plus important. Et puis, il y a une orientation simplement qui est différente. Soutenir un pays en appui budgétaire, c'est d'une certaine manière, parce que vous me posiez la question, hein, c'est faire confiance dans la capacité du pays à faire bon usage des crédits qui sont mis à sa disposition. Alors ensuite, je vous disais, en théorie ou au préalable, on se met d'accord sur des indicateurs, des critères de performance, des indicateurs de résultats, et puis il y a une part incitative. Et la vraie vie, c'est que moi, je ne connais aucun pays, zéro, dans le Pacifique, où on a retenu une part d'appui budgétaire parce que des objectifs n'ont pas été atteints. Parce qu'il y aura toujours de bonnes raisons pour donner la part incitative. Alors, la bonne raison, dans le cas du Vanuatu et des autres pays du Pacifique pour la période de programmation 2014-2020, c'est Covid. Avec Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a considéré qu'il y avait un besoin de financement dans les pays en développement que sont les îles du Pacifique, qu'il y avait moins de rentrées fiscales, qu'il y avait une tension sur les revenus et un besoin de dépenses qui était identique au passé ou en augmentation, parce que c'est cher de mettre en œuvre des campagnes de santé publique, parce que c'est cher de mettre en œuvre des mesures de soutien à l'économie quand on a des pays qui subissent l'impact négatif de la baisse du tourisme, de la baisse des échanges internationaux, de la baisse des échanges régionaux. Donc voilà, on a engagé un dialogue avec l'ensemble des pays du Pacifique, et dans les mesures de réponse à la crise socio-économique du Covid, on a décidé, du côté de l'Union européenne, de toujours verser la part incitative, et même d'accélérer les versements, parce que les besoins de financement, ils sont maintenant, où ils étaient l'année dernière et maintenant. Donc voilà, on a versé l'ensemble de l'argent. On sait que c'est utilisé par le gouvernement. Il y aura un contrôle de toute façon, un audit, parce qu'on fait toujours ça. Mais c'est assez difficile de mesurer, de faire ce que vous voudriez qu'on fasse, c'est-à-dire de voir combien ont touché les bénéficiaires réels. Mais au Fidji, ce n'est pas différent. On a un appui budgétaire à la stratégie nationale de développement rural. Et moi, j'ai tous les 4 matins le ministre de l'Agriculture qui me dit « Mais où est l'argent ?» Parce que moi, je ne le vois pas, l'argent. Mais une fois que l'argent il est parti au Trésor, donc au ministère des Finances, après, il rentre dans le budget général. C'est ça de l'appui budgétaire. Donc, on se revoit à la fin pour discuter et examiner ensemble si les indicateurs de résultats, les paramètres sont atteints ou pas. Mais encore une fois, il y a toujours une bonne raison pour faire preuve de flexibilité de notre part. Alors, je ne sais pas, moi, est-ce que les collègues qui sont plus férus, plus connaisseurs de l'appui budgétaire chez moi ont des choses à ajouter? Je ne sais pas si Barbara ou Alejandro peuvent intervenir sur ce point-là. Nous, on ne considère pas que l'appui budgétaire Vanuatu, il a été dépensé à tort et à travers. On considère quand même qu'il a eu un impact positif sur le pays dans la conjoncture actuelle, qui est une conjoncture marquée par Covid-19 et puis la crise socio-économique que ça provoque. Barbara, do you have anything to add on that? No, I think you have very well explained how we implement budget support and also the rationale behind the budget support that we provide to the countries. Alors la dernière chose que je partage avec vous sur l'appui budgétaire, et ce n'est pas un plaidoyer pour l'appui budgétaire, mais c'est simplement qu'on constate, quand on travaille dans le Pacifique, qu'avec la crise du Covid, on a de plus en plus de partenaires qui viennent en appui budgétaire. Les Australiens font plus d'appui budgétaire, les Néo-Zélandais font plus d'appui budgétaire, la Banque mondiale fait plus d'appui budgétaire. Donc on n'est pas les seuls à avoir opté pour ce système, parce qu'on considère que ça répond le moins mal possible, je dirais, pas le mieux possible, mais le moins mal possible aux défis qui sont posés par le Covid-19.
et avoir d'autres partenaires qui n'ont pas la même amplitude que nous sur l'appui budgétaire, qui viennent et qui choisissent cette modalité d'intervention, ben, ça montre que ce n'est pas une si mauvaise modalité d'intervention dans la conjoncture actuelle. Antoine Boudier, président de la Chambre du commerce, Champ Orange. Bien visible. J'aurais simplement une petite question concernant la mise en conformité justement au niveau de la liste avec la communauté européenne. Quels sont les interlocuteurs ici à Port-Vila? Alors, quelle liste? La fameuse liste que la communauté européenne, ou les deux listes où justement vous êtes en train de parler avec différents interlocuteurs à Port-Vila. Blanchiment d'argent et fiscal, là. Alors, nous, on discute avec le ministère des Finances et de l'économie. Lors du dialogue politique, on était au niveau du directeur général du ministère de l'économie et des finances. Donc, j'ai son nom, mais je ne vais pas vous livrer son nom. Donc, on discute avec le ministère qui est chef de file. Du côté de l'Union européenne, la discussion se fait avec les directions générales compétentes aussi, mais c'est pareil, je ne vais pas vous donner les noms des collègues. Pardon, est-ce qu'on a des calendriers? On est en train de discuter, ça veut tout dire et rien dire. Quelles sont les prochaines échéances? La balle est dans quel camp? Qu'est-ce que vous attendez? Pardon, je suis Olivier. Ce sont des discussions intergouvernementales entre autorités publiques. C'est un peu comme les affaires de sous-marins, ça n'a pas vocation à être étalé sur la place publique. Alors, bonsoir Mathilde Degé, je suis membre du Club des affaires et je travaille pour un cabinet d'audit comptable et de conseil aux entreprises, et donc on est très concerné justement comme Olivier, par les listes de l'Union européenne, puisque entre autres, pour nous c'est problématique au niveau du business évidemment et du transfert d'argent. Alors par rapport à ce que disait Olivier, je le rejoins sur le fait que un calendrier enfin, il me semblait avoir entendu récemment dire que le Vanuatu devait quitter la liste de AML et CTF. Alors, j'ai pas l'impression que ça avance. J'arrive pas trop à savoir ce qui c'est vrai, si c'est pas vrai, où ça en est. D'autre part, j'avoue que en étant utilisateur, si je puis dire, je comprends pas pourquoi on est toujours sur cette liste, étant donné que on a au Vanuatu un nombre considérable, voire affolant, oui, en fait, de documents à fournir concernant les Ultimate Beneficial Owners, etc. Ce qui est à la fois compréhensible vu la situation, à la fois, une fois qu'on a fourni toutes ces informations, que pour ouvrir un compte en banque, ça coûtait environ $1000 de temps, qu'on fournit donc tout un tas de extraits de casier judiciaire, notarisation de passeport, notarisation de tel et tel document. En fait, c'est assez hallucinant le nombre de documents qu'il faut et qu'on fournit pour finir par ouvrir un compte en banque ici, par exemple. Comment ça se fait que dans d'autres pays, ça soit aussi simple que de se présenter au guichet? Pourquoi nous qui fournissons toutes ces informations et qui sommes on dit comply, oui, mais qui sommes bien exemplaires comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir de cette liste? Ça fait quand même ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. Je suis étonnée que ça ne bouge pas. Donc effectivement, je rejoins Olivier sur la question du calendrier. Comment on peut savoir comment ça va évoluer et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça évolue? Parce que là, ça devient problématique en plus du Covid-19, évidemment. Vous savez qu'un embargo, ça se déclare en 5 minutes, mais ça met 30 ans pour l'enlever. Donc, on voudrait savoir si ça va pas être à peu près la même chose. Moi, je vous répète ce que je vous ai déjà dit. Un dialogue est engagé au niveau technique avec les collègues compétents, ministère des Finances et de l'Économie côté Vanuatu, DG FISMA et TaxSud, puisqu'il y a une autre liste sur les états et juridictions non coopératifs en matière fiscale. Donc, c'est chez nous deux directions générales séparées.
On a eu le dernier contact de haut niveau technique, qui était au mois de mars. Donc effectivement, c'est très lent. Mais le Vanuatu a les questions, ils ont la formule pour sortir. Ils ont pris un certain nombre d'engagements, y compris de changement de leur législation. Ils ont pris l'engagement également d'adresser leur projet de législation à l'Union européenne pour examen préalable pour s'assurer qu'on est bien en conformité, hein, qu'ils n'adoptent pas une législation qui, de leur point de vue, leur permette de sortir de la liste, mais qui, du point de vue de l'Union européenne, ne leur permettent pas de sortir de la liste. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'un dialogue qui est engagé. Moi, je souhaiterais aussi que ça aille un peu plus vite, hein, mais, et Pierre le sait, hein, on a dans le Pacifique des relations qui sont longues. Hein, donc, voilà. La prochaine étape, malheureusement, en ce qui concerne la liste des États et juridictions non coopératifs en matière fiscale, le Vanuatu a raté la prochaine échéance, puisque ces listes, elles sont révisées 2 fois par an. Hein, il y a un processus de décision du Conseil qui se passe en février et en octobre. Donc pour le mois d'octobre, c'est trop tard. Donc la prochaine étape, c'est février de l'année prochaine. Donc si vous voulez des échéances et si vous voulez encourager les autorités du Vanuatu à aller plus vite pour respecter ces échéances, il faudrait qu'on arrive à faire des progrès pour permettre de faire une proposition de retrait du Vanuatu de la liste des États et juridictions non coopératifs en matière fiscale en vue d'une décision du Conseil de l'Union européenne en février 2022 maintenant. Sur la liste en matière de blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, les engagements qui avaient été pris par le Vanuatu lors du dialogue politique était de nous transmettre un projet de législation dans le courant du mois de septembre. On n'a toujours rien reçu. Donc, on avait décidé en avril de leur laisser un petit peu de temps, hein, puisque on avait conscience que le gouvernement, le Parlement avaient d'autres priorités avec le Covid-19. Donc, on s'était fixé une échéance en septembre. On arrive à la fin du mois de septembre, après-demain. Donc, à moins de recevoir une notification du Vanuatu d'ici après-demain, on aura raté cette échéance aussi. Merci. Et j'espère que vous n'avez pas pris ça comme une attaque, mais effectivement, de notre côté aussi, je vois bien on travaille aussi donc, avec le gouvernement du Vanuatu. Effectivement, on voit que de leur côté, ça prend aussi du temps. J'imagine que c'est des 2 côtés pour rétablir le... La vérité, c'est que les procédures européennes sont très longues. Ça, Moi, je connais un petit peu les procédures françaises, puisque je suis diplomate français à l'origine. On est collègues avec Pierre Fournier. Les procédures européennes, c'est encore plus long, parce qu'il faut se mettre d'accord avec les 27 États membres. Donc, c'est des processus qui sont extrêmement longs. Donc, ça, je ne vais pas vous promettre que... on va réussir à faire ça en 2 coups de cuillère à peau. Mais d'un autre côté, on a aussi un pays, le Vanuatu, qui n'est pas particulièrement pressé. Ceci étant, depuis que cette question est posée sur les États et juridictions non coopératifs en matière fiscale, on a réussi quand même à sortir 2 pays de la liste. Donc ça montre que c'est possible. Et puis pour les 4 pays qui restent, le dialogue est engagé, mais effectivement, ça prend du temps. Ceci étant, moi je peux vous dire, même si ça vous intéresse moins, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y en a d'autres qui seront aussi malheureux que vous ou plus malheureux que vous vous êtes moins malheureux, hein, mais avec Samoa, Fidji ou Palau, ça ne va pas plus vite. Hein. Ok, bon, écoutez, il est 19h heure du Vanuatu, 20h heure Fidji, je pense. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être à poser ici? Bon, écoutez, on va arrêter. Je vous remercie beaucoup pour votre franchise, pour avoir répondu à toutes les questions que nous avons posées, par écrit et par oral. Et nous vous invitons à revenir nous voir dès que le Covid sera passé. Vous êtes le bienvenu. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler de tout ça lors de votre prochain passage. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation de ce soir et puis merci de l'invitation à venir. C'est nous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.
Et c'est pour ça que j'ai. Mais oui, voilà.